podcast de France Culture. Les pieds sur terre, Sonia Kronlund. Des histoires, des enquêtes, des reportages. C'est bizarre comme les choses arrivent. Elles s'appellent Solène et Swazig et elles se connaissent depuis l'enfance. Elles ont grandi toutes les deux dans des familles adeptes de la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, qui est une communauté catholique intégriste fondée par Monseigneur Lefebvre en 1970 et qui est notamment opposée à la Nouvelle Messe et aux réformes de Vatican II. Au nom d'une lecture de la Bible que certains qualifient de rétrograde, la fraternité considère que les femmes doivent obéissance et soumission aux hommes. Elles doivent suivre des règles de conduite, adopter un style vestimentaire et avoir un comportement social qui vous rappellera sans aucun doute bien d'autres intégrismes. Solène et Swazig ont toutes les deux fui leur communauté après avoir subi des violences physiques et psychologiques. Elles racontent tout de suite leur quête de liberté à Timothée de Roglaudre. Et en parallèle, sachez que sur la page internet des Pieds sur Terre, à ce jour, vous trouverez des liens vers de nombreuses autres émissions que nous avons consacrées aux intégrismes dans les autres grandes religions, y compris le bouddhisme. Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose. Je m'appelle Solène, j'ai 32 ans. Je suis en cours de création d'entreprise dans le secteur nautique. J'ai grandi du côté d'Angers, envoyée en pension du côté de Poitiers puis en Bretagne, au sein de la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X. C'est une branche de l'Église catholique qui s'est créée à la suite de Vatican II, notamment par un évêque qui s'appelle Monseigneur Marcel Lefebvre, qui depuis a été excommunié de l'Église catholique et qui en fait a développé une communauté de fidèles autour de lui qui est maintenant assez grande. Donc j'y ai passé de ma naissance à mes 18 ans. L'enfance dans la fraternité Saint-Pie-X, c'est une enfance totalement coupée du monde. On vit entre nous, on vit entre gens de la même communauté, on va pas au cinéma, on ne s'habille pas pareil, on n'a pas les loisirs que d'autres personnes de notre âge auraient. C'est une enfance assez spéciale, on a ses propres repères donc qui sont dictés par les institutions religieuses, on est tous en pension, tenus par des religieux, donc des écoles non mixtes hors contrat. On ne fait que certaines activités, donc par exemple pour les filles, on a le droit de faire que des activités dont notre tenue le permet, donc des tenues forcément en jupe, on ne peut pas faire d'équitation, pas de ski, pas d'activités trop sportives, etc. On a une hiérarchie très établie avec le clergé en haut qui va dicter un peu toutes les façons de faire, tout ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit, les interdits. Arrive après la famille, le père de famille en premier, qui a énormément d'importance, qui lui peut aller à l'extérieur travailler, et la femme, donc soit en tant qu'épouse, soit en tant que fille, mais qui est toujours soumis soit à l'autorité paternelle, soit à l'autorité de son mari. On nous apprend à l'école, on nous apprend dès le plus jeune âge qu'on est là pour servir son mari, qu'on est là pour servir son père, et rester bien à sa place dans ce petit cocon familial d'où on sortira jamais. Ma relation avec mon père a été toujours très compliquée. J'ai eu une mère qui était très présente, du coup mère au foyer, comme la plupart des mères de famille dans ce milieu-là. Mon père était absent par le travail, très lointain, très hiérarchique. On est vraiment sur la figure du pater familias qui est là pour exercer l'autorité, pour nous faire obéir, pour intervenir en cas de conflit, pour qu'on respecte toujours ce chemin et cette exigence du milieu. Tout ce qu'on faisait devait être validé par mon père, c'est-à-dire que la moindre sortie, la moindre activité, la façon de s'habiller, si ça convenait pas à mon père, on devait aller se changer, etc. Le choix de nos études, par exemple, j'ai pu faire 1 an d'études, le choix de ces études devait être validé aussi par mon père. Alors quand je suis partie faire mes études, le fait d'aller à la fac, à l'université, dans tous les cas, j'ai commencé vraiment à me poser beaucoup de questions. J'étais pas encore complètement sortie à cette époque-là de la fraternité Saint-Pie-X, mais j'avais des amis qui étaient pas du tout de ce milieu, il y avait beaucoup d'interrogations, je ne portais plus du tout
le style vestimentaire de ce milieu, je sortais, etc. Je continuais quand même à aller à la messe dans une église de la Fraternité Saint-Pédis, mais je m'éloignais totalement au niveau idéologie et j'ai commencé à fréquenter quelqu'un. Je sortais avec lui. J'ai demandé du coup à mon père de au moins le rencontrer, d'accepter que je sorte avec lui, d'envisager une relation avec lui, etc. Mon père a refusé de le voir pour plusieurs raisons, parce que cette personne était adoptée, ce qui ne correspondait pas du tout aux valeurs de mon père, et cette personne n'avait pas le même niveau social que celui exigé par mon père, donc ça ne convenait pas et il n'a même pas accepté de le rencontrer. Ce qui s'en est suivi est un peu plus grave puisque mon père est venu me chercher dans mon appartement d'étudiante avec un de mes oncles, mon frère et mon beau-frère pour m'emmener en m'enlevant mon téléphone, tout moyen de communication. J'ai même pas pu prendre d'affaires. J'ai été pendant quelques temps chez ma sœur, gardée à l'abri, loin de tout moyen de communication, puis envoyée dans un couvent pour me recadrer. Donc ça a été les mots qu'ils ont dit à la famille, me recadrer, me préserver de toute relation avec un homme qui aurait pu être trop subversif pour eux. C'est vraiment de la séquestration, et sachant qu'en plus j'étais majeure. Le couvent où j'étais enfermée, du coup, est un couvent très traditionnel pour la Fraternité Saint-Pédis, donc avec 200 ou 300 religieuses. Ces religieuses étaient enseignantes, donc avec l'accueil des élèves, des familles le week-end pour la messe, pour toutes les cérémonies religieuses, etc. Un aumônier. Et je suis restée 4 mois dans ce couvent. Tout fonctionnait, tout est réglé au millimètre, tout fonctionne bien, c'est comme une grosse collectivité. Et quand je me retrouve dans ce couvent, c'est assez flou. J'ai pas mal d'émotions contradictoires, puisque d'un côté, j'ai mon père, mes sœurs, ma sœur qui est religieuse aussi dans ce couvent, qui me parle tous les jours de regrets, que je dois absolument arrêter ma relation avec ce petit ami, que je dois lui écrire une lettre de rupture, que je ne sortirai pas tant que je n'aurai pas écrit cette lettre de rupture, que je vivais presque dans le péché, en tout cas à partir du moment où j'ai eu une relation qui n'était pas validée par mon père. J'étais dans la désobéissance, que je devais obéissance à mon père, etc. Donc on a tout ce discours d'obéissance, de respect, de soumission toujours, qui revenait sans cesse. Et de l'autre côté, j'essayais de contacter mes amis par le biais de lettres, mais qui ne sont jamais arrivés, je les suis après. J'essayais de faire passer des messages, en tout cas de leur dire que voilà, j'étais là, que j'avais besoin d'aide, que j'avais besoin de m'en sortir. Je voyais pas forcément d'issue, parce que on est en fait tellement terrorisé, il y a tellement de pression morale sur ce qu'on a le droit de faire, ce qui est bien de faire. On a l'impression que tout ce qu'on fait va être est mauvais, en fait, qu'on est rien, qu'on ne vaut rien. Et j'ai pas tenté de fugue, j'avais peur, j'avais tellement peur, et on n'a pas moyen de s'en sortir puisqu'on a peur de tout. Je comprends pas qu'on puisse réussir à faire peur autant à quelqu'un en lui laissant aucun espoir d'aller chercher de l'aide. Les religieuses se lèvent à 6h pour un premier office. Moi, je pouvais me lever à 7h pour aller à la messe. Après, il y a le petit déjeuner. Après, on a le ménage avec les élèves. Après, il y a les premiers cours qui commencent. Donc, du coup, je donnais des cours, des surveillances d'études. Au milieu, le repas. Et le soir, le chapelet à 17h. L'étude à surveiller jusqu'au repas du soir à 19h. Donc très millimétré. J'étais libre de mes allées et venues dans le couvent et autour. Bien sûr, si je devais aller au village, il fallait que je prévienne et quelqu'un m'accompagnait. Moi, je n'avais plus de téléphone et pas de fixe à disposition, sauf dans certaines pièces qui étaient réservées aux religieuses et qui m'étaient interdites. Mon petit ami de l'époque était au courant. Il a été aussi sommé par sa famille et par les prêtres de pas me chercher plus et de laisser les choses se faire et laisser les choses s'arranger. Moi, on m'a demandé d'écrire une lettre de rupture, ce que j'ai fait pour avoir la paix.
J'en suis venue du coup à fuir ce couvent par un hasard en fait. On m'a envoyé faire du babysitting dans une famille de ce milieu-là et qui était toute proche d'une de mes tantes. Par chance, ils se connaissaient, j'ai logé chez ma tante, donc j'ai pu lui parler, on a pu échanger et elle m'a permis en fait de me libérer, de prendre moi-même la décision de partir en m'offrant un logement, en m'offrant un chez moi en fait. Parce que c'est ça le plus dur quand on veut partir de la fraternité Saint-Pédis, c'est-à-dire renoncer à un chez-soi, renoncer à sa famille, renoncer à ses amis, puisqu'on fréquente que ce milieu-là, donc on a des amis qui sont que de ce milieu-là. Renoncer à tout ça et partir de rien. Et là, j'avais un pied-à-terre, j'avais une famille, j'avais quelqu'un qui était là pour m'aider si j'avais besoin et qui me laissait entièrement libre de faire mes propres choix. Et ça, c'est précieux. Mon petit ami de l'époque, après le couvent, on s'est mariés, je pense, très rapidement pour échapper en fait à tout ça. Ce qui s'est avéré être une erreur. J'avais à peine 21 ans, lui aussi, et voilà, ça s'est soldé par un divorce très rapide, mais on a essayé de construire quelque chose et au final, il s'est avéré que lui est retourné dans ce milieu très rapidement. Je pense qu'on n'avait pas du tout la même envie et surtout la même conception de la vie, etc. Alors aujourd'hui, mes relations avec ma famille sont quasi inexistantes. J'évite au maximum tout contact, toute relation, parce qu'on vit tellement dans deux mondes différents que même le langage et les échanges sont différents. C'est comme si on ne parlait pas la même langue, on n'avait pas les mêmes raisonnements. Ils sont, en tout cas pour leur part, incapables de se réjouir de mes réussites, de ma vie professionnelle, personnelle, etc. Pour eux, je suis dans le péché, dans le déni de la vérité, du salut. Et ils ne voient que ça. Ils voient que le côté il faut la convertir et il n'y a aucun respect pour quelqu'un qui pense autrement. Donc voilà, c'est quasiment inexistant et s'il y a eu quelques échanges, ça reste soit très dur, soit plutôt plein de rancœur. Ma sœur m'a déjà dit tu peux venir nous voir, mais si tu viens, on te recevra non pas comme de la famille, mais comme des voisins. Je faisais confiance à ma famille, j'aurais jamais imaginé qu'elle fasse ça. En tout cas, qu'elle fasse autant de mal et qu'elle se croie surtout au-dessus des lois, qu'elle aille aussi loin. J'aurais jamais imaginé. J'aurais pas imaginé non plus que des religieuses se mêlent d'une histoire de famille prennent parti en quelque sorte. Et quand je parle de séquestration, j'ai vraiment pensé à porter plainte. Je l'ai pas fait pour deux raisons. Un, parce que ça allait atteindre ma famille. Alors, je pense il y a eu assez d'épreuves dans ma famille pour ne pas rajouter celle-ci. En tout cas, par respect pour eux, je l'ai pas fait. Et de l'autre côté, parce que j'ai l'impression que ça ne fera rien. Toutes les condamnations qu'il y a déjà eu dans ce milieu-là ont été très rapidement passées sous silence. Ça fait très peu de vagues dans le milieu. On paye les familles pour qu'elles se taisent, on influence les familles pour qu'elles se taisent, on leur met une pression morale. Et au final, j'ai l'impression que l'effet n'est pas si important que ce qu'on aimerait. Aujourd'hui, mon rapport à la religion a beaucoup changé. Je me considère comme totalement athée. Je trouve la spiritualité au sens général du terme très bien. Ça peut aider certaines personnes justement à trouver un équilibre, à s'ouvrir aux autres, à partager. Mais je pense que ce que j'ai vécu et l'extrême que j'ai vu d'une religion m'a dégoûté moi de toute croyance et je suis très rationnelle là-dessus et je ne pratique pas et je ne crois en rien. France Culture, les pieds sur terre. Alors, je m'appelle Swazik, j'ai 31 ans, je suis restauratrice de tableau et j'habite à Bruxelles.
Je suis née en Bretagne, j'ai grandi en Bretagne jusqu'à mes 19 ans. J'ai grandi dans une famille très attachée aux traditions, dans toutes leurs dimensions. Les traditions bretonnes qui sont très présentes et aussi une très très forte tradition religieuse dans la communauté Saint-Pédis. Donc j'ai grandi dans une famille qui n'a pas accepté le Concile de Vatican II, qui considère que la messe en français est quelque chose d'illicite, que l'œcuménisme est une mauvaise chose pour l'Église. Et du coup, j'ai grandi dans une famille où la religion a une place très importante. Et l'adolescence, du coup, n'a pas été un moment facile parce qu'on essaie de s'ouvrir au monde, mais en fait, on peut pas. Mais en fait, dans notre tête, on le fait quand même, mais on le fait un peu seul. Et au fur et à mesure, en fait, soit on accepte ce système, soit on en sort. Mais moi, j'en suis sortie. Alors, lorsqu'on est enfant dans la fraternité Saint-Pédis, il y a vraiment une éducation très différenciée entre les filles et les garçons. Donc, très tôt, on leur apprend à coudre, à cuisiner. Je crois que mon premier cours de couture, je vais avoir 7 ans. Voilà. C'est très très important pour le reste de la vie, vous imaginez bien. Et surtout, il y a beaucoup de focus sur l'habillement. En fait, la jeune fille, la petite fille, doit être polie, doit être bien mise, mais doit être pudique. Et qu'elle inspire la pureté. Voilà, ça c'est un mot qu'on nous répète à longueur de journée, la pureté. Et en fait, moi, à l'adolescence, je suis rentrée dans une école. Donc les écoles, évidemment, elles sont genrées. Donc moi, du coup, quand je suis arrivée, c'était que des filles. J'étais en 4e. Et là, tout de suite, voilà, il y a beaucoup de discours. Alors évidemment, pas de pantalon. Puis on vous explique qu'à l'école, il faut pas mettre de pantalon, mais que dans la vie extérieure non plus. Et en vacances non plus, parce que c'est pas sain. Et puis évidemment, il faut que la jupe, elle soit mi-longue, parce que si elle est aux genoux, c'est un peu court. Si elle est aux pieds, ça fait gitane. Il faut pas qu'elle soit droite, parce que c'est trop de déhanché. Il faut qu'elle soit d'une certaine couleur. Parce que le rouge, c'est la couleur du diable. Le noir, c'est la couleur du deuil. Même les sous-vêtements, hein, faut pas qu'ils soient noirs. Bon, évidemment, pas de décolleté. Voilà, rien qui puisse laisser soupçonner qu'on puisse manquer de pureté. Et moi, j'ai souvenir d'une religieuse, je crois que je l'avais dans le 4e ou en 3e, qui elle résume les relations hommes-femmes au niveau de la séduction d'une façon très très résumée. En gros, les hommes ont leur pulsion. Voilà, c'est la nature. De toute façon, Dieu les a fait comme ça, donc c'est leur nature. Et si l'homme pêche, c'est parce que la femme, en fait, elle avait une jupe trop courte. Donc en fait, la femme doit inspirer la pureté. Et si le monde est pur, c'est grâce aux vêtements de la femme. Donc la femme, elle a quand même une sacrée responsabilité, parce que si sa robe est trop courte, le monde va à volo. Mais l'homme, lui, n'a aucune responsabilité, parce que c'est sa pulsion naturelle. Et paradoxalement, on nous incite à la pureté, mais on nous explique rien. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance d'être jusqu'en 4e dans un système de l'éducation nationale, donc j'ai quand même eu quelques cours de SVT et d'éducation sexuelle, mais beaucoup de filles dans ces écoles-là sont tellement protégées qu'elles ne savent rien. Elles savent pas ce que c'est que la contraception, elles savent pas ce que c'est qu'un préservatif, c'est complètement tabou. Alors on nous fait faire des matières qui servent à rien, c'est bien, hein, mais je pense pas que ce soit la priorité. On nous fait faire, je crois que c'était en 4e, 5 heures de latin, plus 1 heure de latin liturgique, donc 6 heures de latin par semaine, 3 ou 4 heures de grec, de la couture, de la géologie, de la doctrine chrétienne, ça c'est quand même la première matière avant même le français, mais il n'y a pas de maths. Je crois qu'on arrête la géométrie en 3e. On a une petite initiation physique-chimie où on explique juste ce que c'est qu'un atome en seconde, et après c'est tout, parce qu'en fait elles orientent uniquement sur la filière littéraire. Donc autant vous dire, en général, les filles elles font 1 ou 2 années de fac, elles se trouvent à mari militaire et puis elles ne vont jamais au bout de leurs études, elles ne travaillent jamais, et à 30 ans elles ont 5 enfants. La femme, dans ces milieux, n'a pas de sexualité propre. Moi, j'ai la notion même de plaisir féminin, j'ai découvert assez tard, en fait, quand je suis sortie de tout ça, parce qu'en fait, la femme, je pense qu'elle est résumée au réceptacle de la sexualité masculine, mais elle est juste là pour procréer, s'occuper des enfants, et je pense que ce cloisonnement des genres leur permet de garder énormément de pouvoir, d'autant que quand il y a un problème, on va pas voir un psy, on va pas faire une thérapie de couple, on va voir un prêtre. Et c'est au point, enfin moi je sais dans ma famille, après encore une fois toutes les familles ne sont pas comme ça, la femme est tellement soumise que se couper les cheveux est un signe de révolte. Ma mère ne s'est pas couper les cheveux pendant 25 ans. Une femme avec une cigarette, mon Dieu, elle va directement en enfer. C'est tout ce qui peut être un signe d'émancipation, c'est pris comme de la révolte, et c'est tout de suite, mais à tous les niveaux. Voilà, il est inconcevable qu'une femme prenne la pilule, inconcevable qu'elle fume une clope, inconcevable qu'elle ait un diplôme ou qu'elle ait une autonomie financière.
Alors moi j'ai toujours une relation très distante avec mon père parce que, bon après je pense que mon père est relativement misogyne et voilà, tous les hommes de la fraternité ne sont pas comme ça, mais lui il a quand même cette particularité et je pense que la fraternité ne l'a pas aidé parce que voilà, on était 2 filles, les filles c'est pas très intéressant, si, pour faire la cuisine quand même, c'est-à-dire que si à 20h le repas n'est pas prêt on va quand même s'inquiéter de ce qu'elles font, mais voilà, une relation extrêmement distante. Évidemment, j'ai jamais parlé de sujets réellement profonds de la vie avec lui. Enfin, j'ai jamais beaucoup parlé tout court avec lui. Et c'est arrivé parfois que voilà, il y a des moments très très tendus. Et en général, la réponse, elle était vraiment toute faite. C'était une vie de famille. C'est quand les enfants obéissent à leurs parents et que la femme obéit à son mari. Et pareil, quand mes parents se fritaient, ce qui arrivait extrêmement souvent. Tôt ou tard, on ressortait le missel. Enfin, le missel, c'est le gros livre de messe où il y a tous les textes. Épître de Saint Paul, la femme doit être soumise à son mari. Et c'est vrai que voilà, les femmes craignent beaucoup les hommes parce qu'en fait ils ont l'autorité et puis accessoirement ils ont le compte en banque. Donc en fait une femme ne peut pas partir avec ses enfants sous le bras même quand il se passe quelque chose de grave. Et je pense qu'en fait ma mère et ma sœur étaient quand même des femmes relativement soumises, elles le prouvent encore aujourd'hui. Et en fait moi je crois que ça n'a jamais correspondu à mon caractère. Donc moi quand j'ai un truc à dire je le dis et puis si ça plaît pas c'est pas grave. Et du coup, l'adolescence, moi, je me suis rapidement rendu compte que ce système ne me convenait pas. Et un jour, j'ai dit, en fait, à mon père qui nous faisait chier, tous, que son attitude était déplorable, et que je suis pas arrêtée à des trucs superficiels de tel jour t'as fait ça. J'ai un petit peu vidé mon sac sur ce qui me gênait depuis des années, en disant, mais en fait, t'es impérable avec ta famille, tu fais jamais attention à nous, tu partages jamais rien avec nous. Et en fait, ça m'a quand même valu un déplacement de 5 vertèbres, je crois. Je ne me souviens plus exactement parce que je crois que mon cerveau a un peu occulté cet épisode. Mais je me souviens peut-être avoir pris une claque, je me souviens pas exactement, qu'on m'ait donné des coups de pied et que j'ai eu très mal au dos. Bon, j'ai essayé de m'extirper de cette situation. Je suis allée voir ma mère qui était dehors, qui était à quelques mètres. Hein, donc si ça se trouve, elle avait entendu, elle avait pas voulu entendre, je ne sais pas. Et là, je lui dis, maman, papa m'a frappé, je sais plus ce que je lui ai dit. Enfin, je lui ai expliqué ce qui venait de se passer, je lui ai rien gâché. Et ce qui est drôle, c'est que sa première réaction, ça a été, faut le dire à personne. Et du coup, moi, je retournais en pension la semaine d'après, donc j'ai eu très très mal toute la semaine. Et en fait, elle a attendu peut-être 8 ou 10 jours que vraiment ça n'aille pas bien pour m'emmener chez un médecin. Et là où je me suis aperçue que c'était quand même un peu un monde parallèle, c'est donc elle a fini par m'emmener chez une ostéo. Là, elle a pas eu le choix d'expliquer, elle a dit, voilà... il y a eu un petit problème avec son père, elle a très très mal au dos, et l'ostéo qui se retourne vers ma mère un peu horrifiée, qui dit mais faut qu'on t'ait porté plainte. Ma mère qui lui a répondu non. Et il y a eu d'autres épisodes comme ça, peut-être moins violents. Par exemple, mon père est dans la mouvance légitimiste. Donc les légitimistes, il y en a beaucoup dans les Saint-Pédis, et en fait ils considèrent, pour faire court, que seul le pouvoir royal est légitime, parce qu'ils sont vraiment dans cette mouvance de la monarchie absolue de droit divin. Donc en fait, Louis XIV n'a pas choisi, Clovis n'a pas choisi, c'est Dieu qui les a désignés. Évidemment, il n'y a aucune affinité politique derrière, voilà, c'est Dieu. Donc il était dans cette mouvance-là, et en fait, ils considèrent, eux, que c'est un péché de voter, parce qu'on croit au retour du roi, mais ça peut paraître lunaire. Et j'ai l'impression que ça les dérange quand même beaucoup plus quand c'est une femme qui vote. Et eux, ils considèrent qu'il y a des votes légitimes, donc par exemple, élire le prieur d'une abbaye ou voilà, quelque chose comme ça. Mais le président de la République, on peut pas l'élire puisque la révolution est un péché, puisqu'elle a viré le roi. Et du coup, quand on vote, on rentre dans le système de l'État. Donc on avait une discussion comme ça là-dessus sur la légitimité du vote. Par exemple, ma grande sœur n'a jamais utilisé son droit de vote. Elle a trop peur de pécher. Et puis en plus, c'est l'aînée. Moi, j'arrive derrière, je fais si, mais je vais l'utiliser mon droit de vote, vous inquiétez pas. Ah non, je peux pas faire ça. Ah bah si, je vais le faire. Vous inquiétez pas, je vais le faire. Et il me dit oui, c'est rentré dans le système de l'État. Je dis ok, très bien. Si tu veux pas rentrer dans le système de l'État, bah arrête de toucher la CAF, ne paye pas tes impôts, et puis on verra lequel de nous deux rentre le plus dans le système de l'État. En fait, c'est facile de dire le vote c'est rentré dans le système de l'État. Et moi je crois qu'il y avait des élections européennes, donc c'est même pas le président de la République, c'était juste des élections européennes, quelques mois après ma majorité. Et c'était 2 mois après, je crois. Et puis bon, comme il y avait eu l'épisode des vertèbres, j'étais quand même un peu méfiant, c'est-à-dire que depuis, je m'étais toujours arrangée pour ne jamais être seule dans la même pièce avec mon père, parce que je m'étais dit, ouf, le coup de poing, il peut partir. Donc on a cette discussion qui s'envenime un peu, puis au bout d'un moment, je vais dans ma chambre, il me suit. Et puis en fait, j'ai senti que le coup de poing allait partir, et j'ai refermé la porte tout de suite. Mais si j'avais pas fermé la porte, je prenais un coup de poing parce que j'allais voter aux élections européennes à 18 ans.
Moi, je suis partie de Saint-Pinice après ma majorité. En fait, depuis l'adolescence, je me rendais compte de beaucoup d'incohérences. Et en fait, c'est toujours ça. C'est-à-dire, plusieurs fois, je me suis retrouvée face à des cas de conscience en me disant soit tu vas à fond dans la religion, dans tout ça, soit tu te barres. Et en fait, j'ai fait un voyage juste après mon bac. J'ai fait un voyage au Mexique et j'ai été loin de ma famille pendant 1 mois. En fait, ça m'a fait relâcher la pression. Je me suis retrouvée à l'autre bout du monde, sans qu'ils puissent m'appeler, ou à la limite, ils m'envoyaient des mails, mais je les lisais pas. Et ça m'a fait un bien fou. Et j'ai senti la pression qui se relâchait, et quand je suis revenue, je reviens pas chez moi. Je ne reviens pas. Je fais semblant de partir pour mon année de fac, et je prends toutes mes affaires importantes, et je ne reviens pas. Et je suis pas revenue. Moi, j'ai des copines qui sont restées dedans parce qu'elles étaient dans des familles heureuses, avec des parents sympas, et que ça allait. Moi, ma famille, elle partait complètement à volo à ce moment-là. J'avais ma sœur qui était partie dans un couvent. Je me retrouvais très seule et je me rendais compte aussi qu'avec mes amis, même proches, on n'était plus sur la longueur d'onde. En fait, j'avais un esprit critique qu'ils n'avaient pas et je voulais autre chose. Je voulais vivre. En fait, je voulais vivre la vie à pleines dents. Et j'ai eu une discussion une fois avec ma mère. Je lui ai dit, maman, je veux vivre. Elle me dit, mais t'as toujours eu de quoi manger, un toit sur la tête, tu vis. J'ai dit, non, je survis. En fait, je veux vivre maintenant. Et voilà, progressivement, j'ai pris du recul sur la religion. J'ai fait des études, j'ai fait des stages, je suis partie à l'étranger, j'ai fait d'autres choses, je me suis ouvert l'esprit, je me suis rendu compte que voilà, la religion n'était pas une fin en soi. Après, chacun croit ce qu'il veut, mais qu'on ne peut pas faire vivre les gens sous cloche et les emprisonner pour ça. La religion a un tel poids que mon rapport ne sera jamais neutre à la religion. Il y a beaucoup trop d'affect, beaucoup trop de vécu, et un vécu qui est encore aujourd'hui parfois douloureux. Pendant longtemps, c'était impossible de rentrer dans une église ou de voir un crucifix sans m'écrouler. Mais après, pour certaines étapes importantes de ma vie, je me suis mariée à l'église, mon fils est baptisé, mais ça me demande, je reconnais un effort, c'est-à-dire que il faut que j'arrive au moment où je prends cette décision à discerner mon éducation et tout l'aspect passionnel et anxiogène qu'il y a pu y avoir avec Dieu et la relation à Dieu. Mais c'est pas Dieu le problème. Le problème, c'est ce que les hommes et certains hommes, et ce microcosme en a fait. On fait ce qu'on veut avec la religion. On peut chanter des chants de louange dans la montagne, on peut dire la messe en latin. Le problème n'est pas là. Le problème est de vouloir l'imposer aux autres et d'aliéner l'esprit critique des gens avec ça. The time's dawning, I'm the only one awake. I think of my friends, they were once not dead. C'était Solène et Soisig, soumise et obéissante, un reportage de Timothée de Roglaude réalisé par Yael Mandelbaum. Merci à L2 ainsi qu'à Jade Serrano. Sachez qu'il existe un collectif des victimes de la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X. Vous le trouverez notamment, il y a une adresse Twitter, vous le verrez sur la page des Pieds sur Terre, on le mettra en lien, et qui a pour intention de libérer la parole des victimes, d'obtenir leur reconnaissance et de leur obtenir réparation. C'est Céline Paris, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Flavie Champion, notre stagiaire. I try the same and people frown. Yes, it's a dog town. One day, let's be a pair of trees. Nobody knows that these trees have so much history. Anyway, we never be this lonely. Someday, I'll be remembered for the fine words I meant to keep, and a warm smile I meant to leave, and a true song I meant to finish writing all my life. Yeah, 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 this is a dark town. Mars 1962, un cessez-le-feu est signé à Évian et en juillet, c'est l'indépendance, la guerre est finie, l'Algérie cesse d'être française. Perrine Kervran. 60 ans après, une trentaine d'hommes et de femmes français et algériens racontent cet été particulier, ce qui a basculé politiquement et militairement, et ce que ça a bouleversé dans leur vie et dans leur cœur. LSD, la série documentaire, du lundi au vendredi à 17h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.